Bonjour à tous et bienvenue sur Info 83. Une étude du ministère de l'Intérieur a révélé qu'en 2019, une femme meurt sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire tous les 2 jours et demi. On estime même qu'une femme sur 10 est victime de ces violences conjugales. Notre département n'échappe pas à la règle et de nombreuses femmes varoises sont elles aussi victimes de ces fureurs conjugales. Avec nous sur ce plateau, pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes. Tout d'abord, Madame Chantal Molines. Elle est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Elle est en charge de la mise en place de dispositifs, notamment pour les femmes victimes de violences. Elle est placée sous l'autorité du préfet du Var, Monsieur Jean-Luc Videlaine. Et présente aussi sur ce plateau Maître Aurore Boyard. Elle est avocate inscrite au barreau de Toulon. Elle est spécialiste en droit de la famille. Enfin, Monsieur Bernard Marchal, c'est le procureur de Toulon. Il est installé au tribunal judiciaire de Toulon. Pour illustrer cet entretien, un témoignage exceptionnel d'une Toulonnaise qui a vécu pendant 30 ans un calvaire sous le toit d'un tortionnaire. Elle a souhaité garder l'anonymat. Tout d'abord, première question, Madame Chantal Brunès, qu'est-ce qu'on peut appeler les violences conjugales? On peut parler de violence conjugale quand on parle en fait, d'une pression qui va être exercée par un conjoint ou une conjointe. La majeure partie des cas, ce sont des hommes qui exercent cette pression sur une femme dans le cadre du domicile conjugal. Ça peut être un conjoint, un compagnon ou un ex-conjoint. Donc on est très ouvert sur la définition. Et cette pression, en fait, elle va prendre plusieurs formes. On parle de violence conjugale, parce qu'après, effectivement, il y a des violences psychologiques, économiques, administratives, économiques, qui font qu'effectivement, cette femme va se retrouver peu à peu dans un processus de domination, qui va effectivement être aussi un processus d'emprise. On en a beaucoup parlé ces dernières années, avec beaucoup de téléfilms aussi qui le présentaient très bien, et qui font qu'à un moment donné, elle sera plus du tout capable de réagir en tant qu'être pensant. Il y a une vraie atteinte à la dignité de sa personne, et dans ce long processus, elle va perdre tous ses moyens. Mais on y reviendra peut-être un peu plus dans les détails. Tout à l'heure. Maître Boyard, alors pour vous, quelle est la traduction que vous faites de violence conjugale? Alors, en complément d'ailleurs de ce que vient de dire Madame Molines, qui a très bien défini ce que c'était que les violences conjugales, ne faut pas oublier que ça touche aussi les enfants. Pendant longtemps, on a oublié les enfants de ces violences. Un enfant qui voit sa mère ou son père victime de violences conjugales en est lui-même victime, puisque ça laisse un impact psychologique extrêmement important. Donc, il faut ne pas oublier effectivement d'englober les enfants. Les violences sont physiques, mais beaucoup psychologiques, et c'est là d'ailleurs toute la difficulté pour arriver parfois à s'apercevoir qu'une personne est victime de violences conjugales. Quelle est la frontière entre des véritables pressions psychologiques et puis une saute d'humeur ou une petite colère ou une contrariété? C'est parfois assez compliqué à déterminer, mais effectivement, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Alors la réponse de la justice, de la République, avec Monsieur Marchal, que dit la loi très précisément sur les violences conjugales? La loi cite le terme de violence, n'en donne pas une définition légale, parce qu'elle se rapporte à la définition de droit commun. Et effectivement, j'adhère à ce qui vient d'être dit, ces violences peuvent être morales ou physiques. Généralement, quand les victimes déposent plainte, elles le font en cas de violence physique. Après, la question est de savoir si on matérialise les violences. C'est souvent sur cet élément-là que la justice bute, parce que on se heurte à des dénégations. Et donc, nous avons besoin, nous, souvent en cas de violence physique, de certificats médicaux qui objectivent ces violences, parce qu'on a la parole de l'un contre celle de l'autre, et on se heurte à une difficulté de preuve que les avocats ne se gênent pas, à juste titre, de nous opposer en disant « mais vous ne démontrez pas la réalité de ces violences ». Mais ensuite, il y a une graduation de ces violences, selon qu'elles entraînent ou pas une incapacité totale de travail, selon qu'elles entraînent une incapacité de plus ou moins de 8 jours, et une graduation des peines en résulte. Je dirais que le dossier le plus facile pour nous, c'est le dossier matérialisé par un certificat médical descriptif qui objective un certain nombre de violences parce qu'on a déjà une base de travail. Alors on va voir un premier extrait d'une personne, comme je l'expliquais en préambule, qui est victime, une Toulonnaise, qui a été victime pendant de très nombreuses années de maris ultra-violents. On va passer le premier extrait, on va y revenir après. J'ai mis très très longtemps à mettre un nom sur ce que je vivais, parce que j'étais mal,
je vivais avec de la pression. Je comprenais pas. On me disait, «Mais tu vu comment tu te conduis?» je je pensais que C'est-à-dire on vous «manipulait» entre guillemets, on totalement vous faisait avec, porter oui, tous les torts, oui, avec beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de contrôle et j'ai mis très longtemps à mettre un mot le mot de violence. Je pensais que peut-être que ça pouvait être du conflit entre nous, mais pas le mot de violence. À la fin, non, les violences physiques sont arrivées, les 2-3 dernières années. Ça a été beaucoup de violences psychologiques, des dénigrements et beaucoup, beaucoup de surveillance. Surveillance des kilométrages de la voiture, surveillance de mes conversations téléphoniques, écoute, surveillance des sorties. Il y avait un système de caméra quand je sortais avec une horloge qui indiquait l'heure et on voyait à quelle heure je partais, à quelle heure je rentrais. Une pression terrible et des colères terribles avec la maison dévastée certains soirs, des propos orduriers, ça a été très très compliqué. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie? Oui, ma vie a été menacée, ça a été très compliqué, oui, ma vie a été menacée. Maître Boyard, quel est le commentaire que vous pouvez faire sur ce témoignage? Alors, déjà, c'est que la première chose, c'est qu'elle explique au début qu'elle a subi des violences qui sont des violences psychologiques. On se rend bien compte de la difficulté d'apporter les preuves de ces violences psychologiques. Ça s'est passé il y a à peu près une trentaine d'années d'après son témoignage, donc c'était encore plus difficile à l'époque, puisque ça ne fait que depuis quelques années qu'on est sensibilisé à ce type de violence. Je rappelle quand même qu'on est un pays de droit latin et que jusqu'à encore assez récemment, c'est dans les années 1970, entre 1970 et 80, qu'on est passé de la domination paternelle finalement au foyer parental. Et donc ça fait quoi, une petite cinquantaine d'années qu'on considère que les hommes et les femmes sont égaux finalement dans la législation française. Donc vous imaginez, ça veut dire que c'est sur plusieurs générations qu'il va falloir changer les mentalités. Et en plus, le plus difficile à prouver, ce sont les violences psychologiques, dans la mesure où qu'est-ce que va être une violence psychologique? Est-ce que ça va être du harcèlement? Sauf que le harcèlement, c'est pas une fois. Le harcèlement, c'est quelque chose qui doit se reproduire plusieurs fois. J'ai souvenir, il y a à peu près une dizaine d'années, d'un dossier dans lequel je suis intervenue, où le monsieur a été condamné parce qu'il avait adressé 3000 SMS à ma cliente en 6 mois. S'il n'y avait pas eu autant de SMS en 6 mois, je ne suis pas certaine qu'il aurait été condamné. Et à l'époque, les menaces de mort n'ont pas été retenues, alors qu'il lui avait adressé un texto dans lequel il disait « El desvio de Pablo Neruda, une pépite ». Et en fait, quand on regarde El desvio de Pablo Neruda, c'est un poème dans lequel ce dernier explique à sa compagne que, en gros, que si elle n'est pas d'accord avec lui, il va lui couper un doigt, après il va lui couper un bras, et qu'à la fin, si elle le quitte, il la tue. Donc voilà, le juge ne l'avait pas retenu comme menace de mort. Donc on voit bien, aujourd'hui, je pense que le cas serait différent. On voit bien quand même qu'il y a une certaine évolution. Elle-même, pour les victimes, c'est déjà difficile d'arriver à un moment donné, à quel moment ils vont se rendre compte qu'ils sont victimes de violences. Cette dame va devoir attendre finalement des années et des années avant de s'en apercevoir. Et elle s'en est très certainement rendue compte quand il a commencé à faire des violences physiques. Le traçage aussi, elle parle de traçage, c'est important, on pourra rebondir dessus. Il y a un projet de loi actuellement qui vise à dire que quand on trace son conjoint, on n'a pas le droit, on pourra engager des poursuites. Or, c'est quelque chose qui d'ores et déjà est utilisé par la justice. Quand on n'a pas le droit de tracer son conjoint, mais on utilise quoi? On utilise une disposition d'atteinte à la vie privée. On n'a pas de disposition pénale spécifique. Donc voilà, et le gros souci, c'est les preuves. Mais attention, j'insiste, et c'est très important pour moi d'insister dessus, parce qu'effectivement, Monsieur Marchal, vous avez bien expliqué tout à l'heure qu'il y a un problème de preuve. Mais le souci qu'on rencontre souvent, c'est qu'on a des certificats médicaux qui sont peut-être anciens. Et ça aussi, on nous l'oppose en disant, mais attendez, votre certificat médical est ancien. Effectivement, il n'y a pas de témoin des violences. Mais c'est pas parce qu'un certificat médical est ancien qu'il n'y a pas eu de violence. Et l'on parle de violences qui sont intrafamiliales. Donc, c'est vrai que les avocats de la défense vont dire, il n'y a pas de témoin. Mais pour moi, ça n'est pas une raison de ne pas poursuivre. Et c'est vrai que les grosses difficultés, c'est que les victimes ne vont déposer plainte souvent qu'un an, 2 ans ou 3 ans après, parce que c'est difficile de se rendre compte qu'on est victime, et puis en plus elles ont peur, elles sont terrifiées. Je crois que pour comprendre véritablement ce que vivent les victimes, il faut le vivre soi-même, il faut avoir été mis en situation. Parce qu'en plus, une victime, et on le sait tous, je pense que là-dessus on ne pourra pas me contredire, une victime c'est pénible. Parce qu'il faut l'écouter pendant des heures et des heures, souvent ça sort
comme ça. C'est pas un discours qui est une victime. Elle peut pas tenir un discours comme vous, moi, qui va être argumenté, qui va être étayé. Elle vit des choses tellement difficiles que ça sort comme ça. Elle passe du coq à l'âne et on voit bien une victime, forcément, elle est perturbée. Donc évidemment, elle va être confuse. Donc c'est très difficile et il faut véritablement avoir une formation pour écouter Merci, les victimes de Mel, pour violence. cette belle plaidoirie. Moi, j'ai une question à poser à Madame Molinès. Est-ce qu'il y a un cycle de la violence que vous... Oui, effectivement. Je voudrais simplement revenir sur le cycle qui effectivement commence par au départ effectivement des disputes, des tensions qui vont effectivement pas forcément aboutir tout de suite sur une violence physique, mais qui vont faire qu'à un moment donné, quand effectivement le cycle va s'enclencher, les violences physiques arrivent. Le lendemain, monsieur arrive avec un bouquet de fleurs, des cadeaux, il s'excuse. Bon, il met ça effectivement, elle l'explique très bien dans son témoignage, sous couvert d'une tension au niveau du travail, d'une contrariété quelle qu'elle soit. Et puis finalement, ce cycle, pas à pas et peu à peu, de mois en mois, il finit par se resserrer jusqu'à effectivement à ce que la violence soit vécue quotidiennement, sans limite. Et du coup, effectivement, parfois, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on les repère, ou alors elles vont effectivement pousser la porte d'une association et elles vont se faire connaître. Est-ce que ces violences démarrent tout de suite, dès les premières rencontres, dès les premières disputes, ou ça s'installe, ou est-ce qu'il y a une règle? Il n'y a pas de règle, parce que en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on parle de violence conjugale, mais on parle aussi des femmes avec des profils de vie complètement différents, de milieux sociaux complètement différents, des rencontres aussi de vie qui sont complètement différentes. On ne s'épouse pas ou on ne se met pas en couple que par amour. Des fois, c'est aussi lié à un contexte. Donc, ça va se mettre en place d'une manière complètement différente. Mais ce qui est commun à tous les dossiers, c'est qu'en fait, c'est ce cycle des violences qui est bien connu par les professionnels, qui fait qu'à un moment donné, c'est un cycle qui est élargi avec effectivement des tensions, des violences qui arrivent, des pardons, des je t'aime, etc. Et ça se resserre surtout. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de fleurs, il y a des violences et pour n'importe quoi, parce que le steak va pas être assez cuit, parce qu'il n'est pas content, parce qu'il fait chaud et qu'elle n'a pas ouvert les fenêtres. Et effectivement, c'est l'impact que ça va avoir. Et là, j'aimerais parler 2 secondes de l'impact au niveau du psychotrauma, qui est très important, puisque ce qui va se passer, si vous voulez, c'est qu'elle va se retrouver très très vite dans un état qu'on considère comme être de la sidération, un peu comme un lapin qui se retrouve devant les phares d'une voiture et qui ne bouge pas. En fait. Donc l'impact psychotraumatique est très important et effectivement, ça va générer chez elle en fait des états différents. Qu'on appelle souvent la sidération et la dissociation. Et ces états sont générés en fait par le cerveau, qui vont lui permettre à un moment donné de se déconnecter complètement de cette situation. Parce qu'aucun humain ne peut à un moment donné intégrer et accepter une violence telle. On compare souvent les violences qui sont faites à l'encontre des femmes, et notamment des violences conjugales et des psychotraumas qu'on retrouve également sur les terrains de guerre. On dit souvent que c'est si important. Et il faut comprendre que cet état... Ça revient souvent, c'est comme des blessures de guerre, je crois que Maître Boyard... C'est comme une guerre. La dissociation fait que... C'est là où on abordera cette question, c'est la formation des professionnels. Font qu'à un moment donné, elles vont arriver à témoigner, mais ça va être sans queue ni tête. Parfois même, elles sont tellement distantes par rapport à ce qu'elles ont vécu que quelqu'un qui n'est pas formé se dit mais finalement, elle nous mène en bateau, là, elle n'a pas vraiment vécu tout ce qu'elle... Parce qu'en fait, justement, il y a un mécanisme qui est protecteur au niveau du cerveau qui va lui permettre justement de se mettre à l'abri. Et c'est tout le travail qu'on fait également quand on fait l'accompagnement, c'est qu'à un moment donné, il faut l'aider à reconstruire, passer de la mémoire traumatique à la mémoire autobiographique en fait. Et c'est tout un travail qui se fait de longue haleine. On va voir encore un extrait de Jeanne, notre Toulonnaise, qui nous explique quand ont commencé ces fameuses violences conjugales dans son couple. Je pense que, avec le recul, je peux dire qu'il y a eu toujours des violences, mais je les identifiais pas parce que au début, quand je me suis mariée, nous étions très jeunes et je pensais que c'était une question de caractère, une question d'ajustement de mentalité et il piquait des colères, il boudait, mais bon, je me disais bon c'est comme ça. Après, on a mis ça sur le compte du travail, trop de pression. Les enfants, j'ai trouvé des tas d'excuses. Je suis partie plusieurs fois, je suis revenue et à un moment, c'était plus possible. Ma vie était en jeu et mon corps refusait de rester. Même si ma tête, quelquefois, disait bon, je sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, donc tu peux rester encore un peu, mais j'ai pas pu. Quelles sont les violences les plus courantes? Est-ce que ce sont les violences physiques, psychologiques, sexuelles?
On rencontre ces 3 catégories de violences. Je dirais que les moins difficiles à démontrer sont les violences physiques. Parce que, je l'ai déjà dit, on peut les objectiver médicalement. Mais j'entends, et c'est tout à fait un processus qu'on rencontre dans tous ces dossiers, c'est qu'avant d'en venir à des violences physiques, il y a des violences psychologiques, une domination, un état de dépendance psychologique de la victime qui fait que lorsque les violences physiques sont subies, elles n'ont pas la réaction saine, ou alors de rompre, ou alors de le dénoncer pour se mettre à l'abri de cette situation qui est parfois incompréhensible. Quand on voit ce que racontent certaines femmes, qui pendant des années ont subi des coups, qui ont d'ailleurs quelques certificats médicaux pour certaines, et donc là on a une répétition de faits qui facilite quand même, nous, notre approche et la démonstration de la preuve. Mais il faudrait alors des procédures très très fines pour incriminer uniquement les violences psychologiques, parce qu'il faudrait tout à la fois des déclarations précises, des témoignages de tiers qui démontrent l'incidence que peuvent avoir ces violences psychologiques sur la personne, etc. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Alors moi, j'aurais une question, je ne sais pas qui pourrait me répondre. Quand est-ce qu'on passe de la dispute dans un couple à la violence conjugale? Quel est le distinguo? Qui veut répondre? Alors, je vais peut-être te répondre partiellement, et puis Madame Molinès pourra compléter, je pense. Bon, déjà, d'une part, il y a le fait de rabaisser quelqu'un. Une dispute conjugale parce qu'on n'est pas d'accord, on peut très bien dire non, mais là, ça va pas. Bon, il y a les insultes déjà, c'est pas normal d'insulter quelqu'un. Donc là, on peut quand même dire quand on insulte déjà, quand on rabaisse, il y a un pas qui est franchi. C'est pas normal quand il y a une dispute conjugale qu'on rabaisse. Voilà. Il y a alors qu'on peut ne pas être d'accord. Quand hausser le ton, ça peut arriver, mais c'est surtout les mots, parce qu'on parle des coups qui sont visibles, mais les mots aussi. Ça va engendrer bien évidemment des conséquences et des séquelles, et c'est très important. Dire toujours à quelqu'un mais ma pauvre, t'es bonne à rien, c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs au sein des conjoints. Alors un jour c'est la plus belle, la meilleure, la plus intelligente, et le lendemain c'est la pire de toutes, la plus moche, la plus débile. En gros c'est ça ce qui se passe, et c'est le yo-yo en permanence. Donc c'est ça là aussi où c'est pas normal. Une dispute de temps en temps dans un couple, ça peut être normal, énormément non. Alors on parle beaucoup de conjugopathie. Souvent, et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, et elle l'a dit dans son témoignage, ça j'ai trouvé très important, elle a dit, à un moment donné, on disait qu'il y avait un conflit conjugal. Et c'est vrai que c'est très souvent le cas. Moi qui fais beaucoup d'affaires familiales, quand il y a des choses qui ne vont pas, on parle d'abord de conjugopathie, et on dit de toute façon il y a un conflit dans le couple, et les assistants sociaux très souvent disent non mais de toute façon le couple ne s'entend pas, et on a l'impression qu'ils ont du mal à se rendre compte qu'en réalité ils mettent la faute sur les deux parents. Il y a un divorce conflictuel, donc forcément il n'y en a pas un qui est violent, c'est les deux parents qui ne s'entendent pas. Je pense qu'on a de gros efforts encore à faire là-dessus, parce qu'on passe à côté de beaucoup de cas de violence psychologique. Monsieur Marchal, est-ce que les auteurs des faits sont systématiquement auditionnés? Aujourd'hui, oui. En 2019, le nombre de procédures enregistrées a augmenté de 50%. Et cette année encore, ça augmente. Ça veut dire que le message qui est adressé aux femmes victimes passe, puisqu'elles hésitent moins. Le chiffre noir est encore considérable. Le chiffre des dossiers inconnus est important. Mais clairement, je pense qu'il y a une plus grande confiance dans l'institution et une plus grande propension à dénoncer les faits. Et la médiation pénale qui est assez décriée, je crois, sur les professionnels de la justice. Alors, qui veut parler, maître? Oui, Boyard, en fait, moi, je voudrais faire référence à un traité quand même qui est international, qui est la Convention d'Istanbul, où il est clairement dit qu'en cas de violence conjugale, de ne pas devoir avoir recours à la médiation pénale. Mais la justice française, quel est son traitement? En application, c'est le procureur qui va répondre du coup. Alors, on peut discuter cette procédure, mais il est vrai qu'un certain nombre de dossiers sont orientés vers la médiation pénale. Alors aujourd'hui, ça va plus. Il y a Aurélien Pradier d'ailleurs qui avait dit, et moi je suis assez d'accord avec lui, il est hors de question à partir du moment où on est en présence de violence conjugale d'obliger une victime à faire de la médiation pénale. Moi, c'est quelque chose qui
qui ne devrait pas exister. Comme aussi, on voit encore malheureusement des classements sans suite ou des rappels à la loi. Un rappel à la loi, pour moi, ça n'est pas du tout adapté parce qu'il y a une gifle qui est partie. On va tancer l'auteur et on va lui dire ne recommencez plus, attention. Qu'est-ce qui fait l'auteur derrière ? Le rappel à la loi, il ne le prend pas comme une sanction pénale, que ça soit bien clair. Hein. Pour lui, ça n'est pas une sanction pénale. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est les violences psychologiques. Et là, ça passe. Il fait bien attention. Il n'envoie plus de mails, il n'envoie plus de textos. Et là, c'est des violences psychologiques. Il se débrouille pour la rencontrer, pour la voir. Ou il va lui téléphoner. Et là, c'est des insultes, c'est des menaces. Et ce qui est incroyable, ce que j'ai mis longtemps à comprendre moi-même, c'est que quand vous avez une femme qui vous dit « Mais vous comprenez, maître, il m'appelle, il m'insulte. Pourquoi vous ne raccrochez pas ?» Elle vous dit « oui ». Elle ne pense pas à raccrocher devant autant de violence, ne serait-ce qu'au téléphone. Donc c'est tout un processus effectivement d'emprise, vous le disiez tout à l'heure. Et nous, on a un travail énorme, même en tant qu'avocat, de leur dire, vous coupez tout de suite. Au bout d'un moment, si effectivement il appelle et qu'elle ne répond pas, il va s'arrêter et elle va se protéger. Mais comme vous le disiez, Monsieur Marchal, elles ont énormément de mal à se protéger. Il faut qu'on leur apprenne. Donc pour moi, médiation pénale, rappel à la loi, c'est à proscrire. Chantal Molines. D'où l'importance d'abord d'avoir un accompagnement par des professionnels qui sont formés, quel que soit que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats. Vous direz si les professionnels sont assez formés de la première chaîne, c'est-à-dire des gendarmes, de ceux qui auditionnent, qui prennent les plaintes, jusqu'à la... Alors, on pourrait dire que compte tenu de la problématique et compte tenu également de la conscientisation qu'on a de cette problématique aujourd'hui, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on avait une atteinte aux libertés fondamentales dans le cadre des violences conjugales. Je pense que non, il n'y aura jamais assez de formation pour les professionnels parce que si on ne joue pas sur les mots, une formation, ça prend du temps. Et on a beaucoup de sensibilisations qui se font sur une journée, 2 jours, qui sont mieux que rien. Mais effectivement, c'est dans peut-être la formation, initiale, qu'il faut intégrer effectivement des modules. Je sais par exemple que l'École nationale de la magistrature a vraiment fait un travail par rapport à ça et que c'est vraiment maintenant intégré. Donc clairement, c'est pareil aussi quand on est recruté au niveau de la gendarmerie et de la police aujourd'hui. Effectivement, dans les modules de formation initiale, on a effectivement un travail qui se fait par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à l'échelle du département du Var, on a mis en place beaucoup de formations. De mémoire, au niveau de l'État, on a organisé donc des formations qui ont été bénéfiques pour 4000 personnes, ce qui est quand même pas mal. La justice aussi, donc en début d'année, il y avait une formation également organisée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le CG de Toulon, le CDAD, il y avait plusieurs acteurs qui y participaient. Après, la vraie problématique, c'est que je pense que je suis plus partante de dire qu'il vaut mieux avoir des professionnels très bien formés que finalement tout le monde formé, tout le monde sensibilisé. l'Espagne a fait ce choix-là. Il a vraiment fait le choix d'avoir des tribunaux spécifiques. Il y a des formations spécifiques, il y a des cohortes qui sont formées. Et je trouve pour travailler avec beaucoup d'associations et de professionnels sur cette thématique, c'est vrai que les échanges ne sont pas les mêmes sur un dossier quand on a des psychologues formés, travailleurs sociaux formés, juristes formés, etc. etc. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, a installé des points d'accueil éphémères et vous êtes le relais, je crois, dans le Var. Vous en avez installé dans les centres commerciaux. Oui. Alors comment ça s'est déroulé, comment ça s'est articulé ? En fait, pendant la période de confinement, effectivement, on avait un peu peur pour ce public parce que du coup, les femmes, je dis que c'est la majeure partie des publics, il y a quelques hommes quand même qui sont concernés, mais les femmes se retrouvaient donc finalement dans le même logement que leur auteur. Il y avait un double mouvement qui était attendu. On savait que les auteurs, un des mobiles de l'acte qui fait que l'auteur va passer à l'acte, un des mobiles qu'il a, c'est la jalousie. Et du coup, comme il pouvait surveiller ses faits et gestes, quelque part, de ce point de vue-là, on peut se dire que beaucoup d'auteurs ont dû être rassurés, puisque effectivement, confinement oblige, ces dames ne sortaient pas ou très peu. Par ailleurs, donc on s'est dit aussi qu'on perdait le public parce qu'on a dû passer, toutes les associations sont passées en téléconsultation, travail à distance. Et pour beaucoup de public qui est pris en charge, dans les associations, on n'a que 16% des publics concernés. C'est pour vous donner une idée quand même du nombre de femmes qui sont concernées. Ça fait à peu près 2000 femmes prises en charge en moyenne sur cette thématique par an par les associations. On s'est dit, si on perd le public, il faut trouver des actions pour faire aller vers le public. Donc effectivement, la secrétaire d'État nous a demandé de mettre en place des points d'accueil éphémères. Il y en a eu 3 dans le département
département du Var. Et pour tout vous dire, je n'ai pas encore le retour, on devrait peut-être avoir une pérennisation, au moins un de ces points d'accueil serait peut-être pérennisé pour 2020. Mais effectivement, l'idée, c'était de faire une grande action de communication au sein des hypermarchés. On a eu quand même 350 000 personnes qui ont été sensibilisées à la question des violences conjugales juste par des messages simples au sein de l'hypermarché. Et on avait trouvé avec les directeurs des hypermarchés une astuce qui consistait à dire votre hypermarché s'est engagé dans les violences conjugales, un point d'accueil est ouvert pour vous. Si vous êtes intéressé, demandez à votre hôtesse d'accueil, elle saura vous guider. Et donc, effectivement, on a eu quelques situations qui ont été prises en charge par les deux associations qui se sont mobilisées pour cette période. Avant d'attaquer la deuxième partie de notre débat, qui est la problématique pour les victimes et surtout quelle est la réponse de la société, on va reprendre un extrait de Jeanne qui répond pourquoi elle a tant attendu avant de partir. Déjà, il y avait des pressions, la peur. Si tu pars, je te retrouverai, je te tuerai. Et puis, il y a aussi ce cycle de la violence où il y a des périodes de lune de miel, comme on dit, où il est gentil, voilà, il promet de ne plus recommencer, et à chaque fois, il recommence. Et je suis restée aussi parce que j'avais 3 enfants qui faisaient des études. Moi, j'avais aucune famille, il m'avait coupé de toute ma famille, je n'avais pas de revenus financiers. Et je me disais que si je partais, pour les études, pour les enfants, ce serait compliqué. Voilà la raison pour laquelle je suis restée. Alors, Aurore, est-ce que c'est un cas unique, Jeanne, ou c'est souvent cette même mécanique ? Non, malheureusement, c'est souvent cette même mécanique. Je dirais qu'aujourd'hui, la donne a un petit peu changé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont indépendantes financièrement. Et comme disait Madame Molinès tout à l'heure, les violences, on les trouve dans tous les milieux sociaux, même y compris des personnes du monde judiciaire qui sont victimes de violences conjugales. Ça paraît quelque chose d'incroyable, mais on le voit tous les jours et on se dit, mais comment quelqu'un qui a un bac+5, bac+10, quelqu'un qui gagne bien sa vie, peut être victime de ce genre de choses? Ça nous paraît incompréhensible parce que c'est tout un schéma et les hommes qui sont auteurs, les hommes ou les femmes qui sont auteurs de violences conjugales ont un instinct pour choisir leurs victimes. C'est incroyable. On a l'impression qu'instinctivement, ils les trouvent. Et on peut être victime de violences conjugales à un moment donné et ne pas l'être après. C'est-à-dire qu'il suffirait que la personne soit, à un moment donné, se trouve en difficulté. Cette personne va venir l'aider au départ, lune de miel, comme elle explique. Il y a des périodes de lune de miel, des périodes où ça va mieux et d'autres pas. Et puis, quand on a connu une période de bonheur avec cette personne, on essaye toujours de se raccrocher à ça. C'est ce qu'elle nous explique en disant, mais au final, je me disais, mais c'est peut-être de ma faute aussi s'il est devenu comme ça, puisqu'au début, ça se passait très bien. Donc, il y a tout ce processus de culpabilité qui va se mettre en place de la part de l'auteur, et ces personnes qui vont être sidérées, effectivement, et puis qui vont se dire, mais au final, c'est peut-être de ma faute, il n'était pas comme ça au début, mais voilà. Et puis, il y a les enfants. Alors, souvent, on voit aussi que les femmes dénoncent les faits lorsque l'auteur s'attaque aux enfants. C'est-à-dire qu'il va s'attaquer à la mère pendant des années, puis à un moment donné, les enfants, certains vont s'interposer, ils vont être frappés, et là, l'instinct de mère ressurgit. Mais c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas de règle en la matière. C'est ça aussi qui est difficile, c'est que on a des cas qui peuvent se ressembler, qui sont similaires, mais des fois, c'est pas ça. Donc, c'est très vaste et c'est compliqué. Monsieur Marchal, quelles sont les peines encourues, alors jusqu'au crime ou le meurtre de sa compagne ou son conjoint, parce que quelles sont les condamnations que vous pouvez prononcer? Alors, graduation des peines, ça commence par des peines de 3 ans pour les faits, je dirais, les moins graves pénalement parlant. Et ensuite, selon que... ce qui est important, par exemple, c'est que sans incapacité de travail, les violences commises avec la circonstance aggravante que la victime et le conjoint sont des délits. Alors qu'auparavant, c'était des contraventions, des faits accessoires, si l'on peut dire. Donc on voit déjà que même en l'absence d'incapacité de travail, on peut déclencher une procédure pénale. Je voudrais quand même dire une chose par rapport à l'isolement des victimes, c'est qu'aujourd'hui et de plus en plus, quand elles déposent plainte, une association de victimes intervient pour les aider et les assister pendant la procédure. Ce qui peut être un peu déroutant pour une victime qui franchit pour la première fois les portes d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Donc ces peines, elles vont se développer pour aboutir effectivement à la peine de 30 années de réclusion lorsque malheureusement on arrive à l'irréparable. Vous êtes en poste depuis combien de temps dans le Var? Dans le Var, 4 ans.
Et donc vous avez un peu des statistiques et vous avez vu en progression ce fléau? En progression. Alors, les procédures pour violence stricto sensu ont augmenté, ne cessent d'augmenter. J'ai indiqué que l'an passé, elles avaient augmenté de 50%. Je pense que c'est parce que maintenant, les victimes osent parler, osent dénoncer les faits. Ça, c'est une excellente chose. Et ça, il faut qu'elles entendent le message impérativement pour leur protection. S'agissant des affaires criminelles, malheureusement, l'année 2019, qui était pourtant une année dédiée à la lutte contre ces violences conjugales, au niveau national comme au niveau local, n'a pas été une année réussie en termes statistiques, puisque le chiffre a augmenté. Mais les premiers éléments donnés par l'année 2020 sont un peu plus encourageants, mais il faut être extrêmement prudent sur ces statistiques. Madame Molinès, vous voulez rebondir peut-être sur le sujet? Oui, il y avait plusieurs points. Donc, sur la question effectivement du nombre de ces chiffres qui hantent tous les journalistes et toutes les rédactions de France et de Navarre, ce serait bien de dire peut-être qu'on est loin du compte d'avoir effectivement une vision globale. Et puis, parce qu'on parle de statistiques, ce sont plutôt des indicateurs. C'est-à-dire la justice va donner des chiffres, nous, on va en apporter d'autres, etc. Toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, enfin, du moins qu'on a moins aujourd'hui, mais qu'on a eu pendant des années, c'était le fait qu'à un moment donné, déjà de faire prendre conscience à la société qu'il se jouait là une atteinte aux libertés fondamentales au sein du couple et que quand on parle de violence conjugale, il faut avoir une vision globale et donc une approche systémique. Ça impacte toute la société parce que là, on parle des violences au sein du couple avec effectivement des profils, des situations de couple qui sont différentes. Il faut se dire que l'impact que ça peut avoir sur la santé des femmes, c'est un coût de 3,6 milliards par an et que par ailleurs aussi, les enfants qui ont subi des violences, y compris chez les auteurs qui sont suivis par une association que nous avons ici, et d'ailleurs vous avez un protocole au niveau du tribunal de grande instance, ce sont les auteurs qui ont vécu des violences dans l'enfance. Donc quand les personnes ont vécu des violences, qui ont été victimes, donc parce qu'on parle aujourd'hui de victimes, enfants victimes, quand ils ont vécu ces violences dans l'enfance, ils auront 2 choix dans la vie. Ils n'en auront pas 3. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'accompagnement, c'est soit ils vont contenir la violence toute leur vie, ça va donner des situations de personnes qui vont avoir des addictions, qui vont aussi faire des compensations au niveau d'un sport, une pratique sportive très très poussée, ou alors ils vont répéter. Ils vont répéter. Et les auteurs qui sont pris en charge par l'association pour avoir assisté à un groupe d'auteurs, ce sont souvent des auteurs qui ont vécu des violences conjugales en tant qu'enfants dans leur vie et qui à un moment donné, et quand effectivement on les fait travailler, d'où l'importance de se dire qu'il faut mettre en place des actions pour prendre en charge les femmes et les filles, il faut mettre en place des actions pour effectivement à un moment donné faire cheminer les auteurs parce qu'on peut sortir aussi des violences conjugales, on peut aussi ne plus être un auteur violent et il faut effectivement prendre en charge les enfants parce que là c'est le socle de notre société et l'urgence même serait effectivement qu'il y ait un vrai travail de fond sur la prise en charge des enfants qui sont victimes dans ces situations. Maître Boyard? Oui, alors un enfant victime, si je le rappelle, c'est très important de le dire, c'est un enfant qui assiste aussi aux coups qui sont portés à sa maman. C'est pas qu'un enfant qui va subir aussi des violences. Alors ça, effectivement, tout part des enfants. Non, mais je comprends très bien, mais comme les gens s'imaginent pas, je le martèle parce que c'est important. Les gens ne peuvent pas l'imaginer. On a encore du mal. Ça n'est que très récemment d'ailleurs que les tribunaux correctionnels acceptent d'indemniser. On a encore un gros travail à faire dessus, qui acceptent les constitutions de partie civile des enfants qui sont victimes de violences exercées sur les mamans. C'est même encore aujourd'hui, c'est parfois compliqué. Donc ça, c'est le socle, c'est les enfants. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Quand on est enfant, qu'on a 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ce qu'on vit chez soi, on a l'impression que tout le monde le vit. Un enfant, il ne sait pas. Pour lui, le fonctionnement familial, ça va être quelque chose de normal. Il va commencer à se rendre compte que c'est pas normal que papa va taper maman quand il va commencer à discuter avec les petits camarades d'école. Et encore, si certains petits camarades d'école vivent les mêmes choses, pour eux, ça sera un fonctionnement normal. Donc, c'est là le nerf de la guerre. C'est dès les écoles. Moi, je regrette qu'il n'y ait plus, je dirais, des cours à l'école d'éducation civique. On a un énorme travail à faire. On est quand même un pays de droit latin. Il y a encore 30 ou 40 ans, même pas si longtemps que ça, c'était normal de coller une gifle à un enfant qui était turbulent, je le rappelle quand même. C'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est très important. Monsieur Marchal, quels sont les outils que la République met à disposition pour sauver ces enfants, protéger ces enfants qui subissent ? Bien, dès lors qu'ils sont identifiés, les juges des enfants interviennent et on peut les saisir de procédures d'assistance éducative qui peuvent aller jusqu'au placement de l'enfant dans des situations à grand risque. D'ailleurs, souvent, la
plainte va déclencher et révéler des situations qu'on ignorait jusque-là. Donc des mesures de protection, hein, elles existent, elles sont mises en place. Il y a aussi des mesures de protection de la victime par la mise à disposition de téléphones grave danger, c'est-à-dire que dès lors qu'elles ont déposé plainte, elles vont être assistées de cet outil qui leur permet de se défendre et d'alerter. Et puis il y a également les bracelets anti-rapprochement, c'est bien ça. Anti-rapprochement dont Mme Molinès a la charge, enfin en tout cas en dépôt. On va voir un autre extrait de Jeanne qui a eu un parcours sinueux et très compliqué avant de se séparer de son tortionnaire. À 20 ans en arrière, ça a été très compliqué. J'ai essayé d'aller vers une association, mais j'ai trouvé personne. J'ai pas frappé peut-être aux bonnes portes, mais je pense que de nos jours, les femmes qui subissent ce que j'ai subi ont quand même une écoute plus grande. Moi, je me suis débrouillée toute seule. J'ai vu une psychologue avec qui je parlais, qui m'a un peu aidée. Et puis, j'ai déposé plainte à chaque fois. Vous étiez seule J'étais dans votre seule. parcours? Dans mon parcours, j'ai été seule. Et Oui. quand est-ce que vous avez rencontré une écoute, une oreille attentive? À partir de quel moment? Quand est-ce que j'ai rencontré une écoute? Jamais, ou pratiquement jamais. Le psychologue qui me suivait. Donc Chantal, on a écouté le témoignage de Jeanne, ça remonte à quelques années. Est-ce que le parcours est aussi compliqué? Est-ce qu'il y a une écoute? On a l'impression que Jeanne avait très peu d'écoute, si ce n'est peut-être à la fin, on dit la psychologue et encore. Alors, première chose, le parcours des femmes est très différent parce que parfois elles sont repérées parce que par exemple elles vont suivre un cours dans une association d'informatique et puis elles vont s'épancher avec une accompagnatrice sociale et à partir de là elles vont être réorientées vers une association. Donc monsieur le procureur disait effectivement l'association des deux victimes à la Vive, on est à Toulon, donc effectivement qu'il y a l'agrément de la justice, il y a une porte d'entrée qui est possible parce qu'elle peut avoir de l'information juridique, elle peut avoir aussi une écoute psychologique, on a une psychologue à l'association voire même deux. Aujourd'hui, on est à Toulon, donc le parcours il est différent. On peut aussi aller, par exemple, au commissariat central. Il y a un pôle psychosocial dans lequel on va pouvoir, si on veut déposer plainte, avoir affaire donc à Isabelle qui elle est donc est brigadière chef qui va pouvoir prendre la plainte. Mais on peut également bénéficier de l'écoute de Mélissa, qui est psychologue du ministère de l'Intérieur, ou alors avoir affaire à l'assistante sociale de l'association Femmes d'aujourd'hui qui tient son poste à Toulon. On a également l'accueil de jour, qui est pas très loin du pont du Las, qui permet effectivement, c'est un primo-accueil inconditionnel et qui permet donc effectivement de pouvoir se poser, de pouvoir se faire domicilier. Tout à l'heure, on parlait des différentes formes de violence au sein des violences conjugales, mais il y a également la violence administrative. Il y a des auteurs qui prennent les papiers. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement trouver un moyen pour faire les photocopies de papier, pour effectivement laisser un dossier sur soi. Parce que la première chose que va faire l'auteur, c'est effectivement prendre le passeport, prendre les papiers. L'idée, c'est qu'effectivement, il veut absolument maîtriser sa victime. Du coup, tout ce qu'il va pouvoir faire pour y arriver, mais effectivement, il le fera. On a également une association qui intervient dans plusieurs quartiers, qui est Femmes d'aujourd'hui, qui peut effectivement prendre en charge les situations. Il y a une accompagnatrice sociale. Ce sont des associations qui se sont positionnées, qui sont donc qui ont l'agrément, donc qui ont les agréments ou qui ont en tout cas des conventions avec l'État, avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de la commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est présidée par le préfet en lien avec les procureurs de la République. Donc, on est quand même sur une organisation à l'échelle du département qui n'a rien à voir avec il y a 20 ans, puisque c'est quand même la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une politique publique interministérielle. Ça veut dire que partout, dans tous les ministères, effectivement, c'est devenu une priorité. Et du coup, ça va forcément aussi avoir une incidence sur le parcours. Parce qu'on travaille aussi sur arriver à repérer les situations et en sachant que chaque professionnel sait que la temporalité, c'est-à-dire la façon dont une femme va sortir des violences, ce sera différent d'une femme à l'autre. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est simplement d'arriver à inciter des femmes qui ne vont pas pousser la porte d'une association. Et c'est la majeure partie des femmes qu'on n'a pas encore repérées, parce qu'il y a un groupe social qui est important, parce qu'il y a une pression, parce qu'effectivement c'est une femme de notable, et ces femmes-là, elles existent. Alors, elles vont voir directement normalement les avocates.
par exemple, où elles passent directement, effectivement, par le biais d'une plainte, et effectivement, ça arrivera du côté de la justice. Mais on a quand même aussi besoin de les inciter à leur dire que les associations peuvent les recevoir et que l'accueil est gratuit. C'est important. Un premier accueil, ça ne veut pas dire qu'après, un juriste fait du conseil juridique, fait de la formation juridique et pas du conseil juridique, c'est l'avocate. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que quand on écoute quand même, parce que avant de préparer ce dossier, donc j'ai quand même interviewé certaines personnes, on se rend compte quand même que c'est pas tout assez huilé comme on peut l'entendre. Il n'y a pas forcément assez d'hébergement. Les femmes qui partent de chez elles ne se trouvent sans le sou. Alors, dans le département du Var, quand même en 10 ans, on a des appartements spécialisés pour la mise à l'abri des femmes victimes de violences, des centres d'hébergement qui ont des places spécialisées. On a des hôtels avec lesquels on a conventionné, donc c'est pas forcément la solution idéale, l'hôtel, mais on le sait. Mais en revanche, on a également des dispositifs pour les prendre en charge le soir et le week-end sur Toulon, Provence, Méditerranée, donc tout le sud du département. Donc on peut pas dire quand même que les choses n'ont pas évolué. Après, le problème, c'est que le département du Var est un département très grand, qu'on ne peut pas mailler le territoire avec des actions spécifiques partout. Donc le problème, c'est juste effectivement, si vous êtes une femme victime de violence et que vous vivez dans le nord du département, il y a moins d'acteurs qui sont présents sur le territoire, donc c'est difficile de vous rendre vers une association parce qu'elles sont moins nombreuses. Pour autant, elles existent, et pour autant, par exemple, dans les commissariats et dans les gendarmeries, on a des intervenantes sociales de gendarmerie qui sont formées à la prise en charge de ces publics et qui peuvent effectivement, sont réorientées par la gendarmerie ou la police et commencer déjà une réorientation vers les acteurs de secteur. Vous savez, l'idée, c'est qu'on sorte des violences et qu'on devienne après, que ça devienne en fait un public de droit commun, c'est-à-dire qu'ils puissent bénéficier de tout. Et cette idée-là, elle est prégnante et elle est forte chez tous les professionnels qui travaillent sur cette thématique. Monsieur le procureur Marchal ? Oui, je voudrais, par rapport à ce témoignage qui vise des faits vieux de 20 ans, moi je peux dire qu'aujourd'hui, une personne dont les plaintes auraient été classées plusieurs fois parce que, pour X raisons, la preuve aurait pu paraître limitée ou insuffisante, la répétition de ces plaintes constitue un élément de preuve. Et aujourd'hui, une femme qui viendrait déposer plainte pour la 4e ou la 5e fois, si jamais ça se produisait, verrait le dossier certainement aboutir. Ça, c'est le premier point, de ne pas désespérer quand même les victimes. Et puis, je voudrais dire quand même en termes de témoignage, c'est qu'aujourd'hui, le tribunal de Toulon a 3 audiences de comparution par semaine. Et aujourd'hui, en 2020, à chaque audience comparaissent, c'est-à-dire 24 ou 48 heures après le dépôt de plainte, des hommes qui sont reconnus coupables de violences conjugales. Donc, je veux dire qu'il y a une prise de conscience, une sensibilisation qui est sans doute insuffisante, j'en ai conscience, mais qui est réelle. Justement, aussi, on s'est rendu compte aussi que les jugements sont assez hétérogènes en France. Chaque procureur ou chaque état de justice ne juge pas de la même manière, peut-être à Lille, à Roubaix, à Tourcoing. Donc c'est suivant le procureur, suivant le parquet, suivant le siège. Il y a beaucoup de paramètres. Pour le déclenchement des poursuites, ça dépend des procureurs, mais actuellement, la politique pénale s'unifie, donc je crois qu'on est à peu près sur des critères communs. Après, la décision qui peut être rendue, elle est largement tributaire de ce qui se passe à l'audience d'abord, et puis de la composition du tribunal. Donc c'est vrai que selon les dossiers, et pas forcément en fonction de la réalité de ce qu'a subi la victime, mais selon les dossiers, l'éventail des peines est très variable, ça c'est sûr. Maître Boyard ? Oui, alors il y a une chose sur laquelle je rejoins monsieur le procureur, c'est vrai qu'aujourd'hui tout est enregistré, donc si la personne a déposé plusieurs plaintes, même si certaines ont été classées sans suite, on les retrouve. Bon, mais moi je suis une avocate, moi je défends les victimes. Un classement sans suite, même sur un premier dossier, ça ne me satisfait pas. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses, ça évolue. Ça fait 22 ans que je suis avocate, j'ai vu l'évolution, c'est certain. On prend mieux en compte la parole des victimes, mais c'est largement encore insuffisant. C'est largement suffisant pour des tas de raisons, pour des manques de formation, pour des tas de choses, pour les manques de moyens aussi. À partir du moment où on dit que quelque chose est une cause nationale, il faut donner les moyens de les faire. Et les moyens, on ne les a pas. Je vais être claire, nette et précise, et je passe mon temps à rager en permanence parce que c'est insupportable. On n'a pas assez de policiers, pas assez de gendarmes, pas assez de greffiers, pas assez de juges. Et une chose importante, on parle beaucoup de pénal. Mais il y a un mécanisme qui existe, qui est quand même les ordonnances de protection, et ce mécanisme, il est civil. Et là, le procureur, il
il peut saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection et il peut intervenir. Et là, il y a une grande disparité au niveau des juridictions. C'est qu'il y a des juridictions en France où systématiquement, à toutes les audiences donc du juge affaires familiales saisi dans le cadre des ordonnances de protection, le parquet est présent, il est corps présent, il connaît parfaitement le dossier, il l'a communiqué avant aux avocats et il y a un vrai débat. Il y a malheureusement d'autres juridictions en France où le parquet est absent et où on nous lit, et encore, on demande au JAF en disant c'est quoi l'avis du parquet ? Le parquet s'en rapporte. Et moi, c'est quelque chose qui m'agace prodigieusement. À partir du moment où on a mis les violences conjugales comme quelque chose de cause nationale, le parquet devrait systématiquement être formé à ces nouvelles procédures et devrait y aller. Alors, je reconnais que ça n'est pas le cœur du métier du parquet, c'est quelque chose de nouveau qu'on a créé, fait pour aider les femmes de violences conjugales, parce que le parquet, à un moment donné, vous savez, il est débordé. Quand il a de multiples plaintes, le parquet est indivisible. Mais moi, à Toulon, on devrait, je sais pas, avoir 20 ou 25 ou 30 parquetiers. On n'en a pas ce nombre-là. Donc, à un moment donné, ils peuvent pas tout faire. Mais nous, l'avocat, on va au civil quand on a une cliente qui vient nous voir. C'est cette possibilité qu'on a, l'ordonnance de protection. On l'utilise. Et quand on voit que le parquet n'est pas présent à l'audience, on râle. Et ça, c'est pour tous les avocats de France, je dirais. Il y a des parquetiers qui y sont, il y en a d'autres qui n'y sont pas. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, beaucoup de formation à faire là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est mieux, mais les comparutions immédiates, c'est quoi ? La personne, elle comparait quand les violences sont avérées, c'est-à-dire que là, l'auteur a reconnu les faits, ou la femme est dans un tel état, il n'y a pas de difficulté sur les faits. Mais il y a beaucoup de dossiers, et on le sait, où malheureusement, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi évident que ça. Et on n'en a pas encore parlé de la personnalité des auteurs, parce qu'on parle beaucoup des victimes. Mais il y a des auteurs qui sont très bien insérés dans la société. Vous les croisez dans la rue, vous les croisez sur votre lieu de travail. Ils sont beaux, ils parlent bien, ils portent bien, ils sont drôles, ils sont amusants, ils sont tout ce que vous voulez. Vous leur donneriez le bon Dieu sans confession. Et dans l'intimité du couple, ils violent leurs femmes, ils les battent. C'est horrible. Et ces gens-là, quand ils sont entendus dans un commissariat de police, ils sont tellement intelligents et ils me font penser d'ailleurs, parce que j'ai eu des dossiers de pédophiles, vous ne verrez jamais, on met la pédophilie à tous les mots, vous ne verrez jamais un véritable pédophile reconnaître qu'il est pédophile. Jamais. Et bien, pour des hommes violents, il y en a qui sont extrêmement brillants et intelligents, ils ne reconnaîtront jamais les faits. Et c'est là où, effectivement, c'est très difficile, parce que quand vous les voyez, quand ils arrivent dans un commissariat, ils sont bien, ils ont toujours une explication. Les lunettes sont cassées. Ah non, je les ai pas jetées par terre. Elles étaient tombées par inadvertance. Je mis le pied dessus, je les ai écrasées. Ils ont toujours des explications à tout. Et c'est ça qui devrait alerter les services de police. C'est là-dessus qu'il faudrait former. Monsieur Marchand, une réponse et après Madame Molinès. Un complément d'information sur l'ordonnance de protection qui peut être décidée dans le cas d'une procédure civile, non pas du tout pénale. Elle peut être obtenue par l'avocat qui assiste la victime et qui la demande au juge, lequel aujourd'hui doit répondre dans les 7 jours. 6 jours, pardon. Mais je dirais que là, c'est déconnecté d'un jugement pénal. Ça suppose que des faits avérés expliquent cette mesure. Mais je dirais que maintenant, on a une diversification des réponses à des situations. Ce qui peut être d'ailleurs de nature à encourager peut-être des victimes qui ne veulent peut-être pas forcément s'orienter vers le pénal et obtenir une mesure de protection en définitive. Madame Molinès ? Oui, à propos des auteurs, effectivement, même si tous n'ont pas la capacité à faire en sorte que rien ne puisse être leur reproché, il s'avère qu'effectivement, on s'est rendu compte que l'auteur va passer son temps à montrer, à démontrer que il est un bon professionnel, qu'il a des relations sociales, que effectivement c'est un bon père parce qu'effectivement il s'occupe de ses enfants, etc. Il fera très attention effectivement à ce que la société peut penser de lui. Sur le comportement des auteurs, sur la question des violences conjugales, il faut bien comprendre que malgré l'émancipation des femmes, ce que nous, effectivement, on met en exergue, plus les femmes seront émancipées économiquement, au moins elles pourront partir plus facilement, c'est que l'auteur ne va pas hésiter à se rendre sur son lieu de travail. Et je voulais vous dire que j'ai signé donc avec l'association FASVAR et 14 grandes entreprises, grands groupes, comme Veolia, il y a Orange, je vais les oublier, alors ils vont me massacrer,
sacré, mais on a signé une convention en début d'année. Il y a Charlemagne également, par exemple, qui me vient. Une convention dans laquelle, effectivement, ces entreprises s'engagent pour lutter contre les violences conjugales. Et donc, je les accompagne donc, pour effectivement mettre en place un plan de formation, avoir un référent dans chaque entreprise. Parce que la difficulté, c'est aussi s'il y a un problème de repérage, s'il y a une situation qui est repérée, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a quelqu'un qui vient s'épancher au moment du café et qu'effectivement, vous ne savez pas quoi faire. Donc, l'idée, c'était de trouver simplement des référents qui sont formés, on va dire, sensibilisés et qui pourront effectivement, avec un mode opératoire simple, dire, ben voilà, prends attache avec telle association, n'aie pas peur, c'est gratuit, etc. Tu verras bien ce que tu fais, mais vas-y. Donc, les entreprises se mobilisent. Et pour terminer également, toujours sur la mobilisation des entreprises, on a signé en 2017 une convention de partenariat avec le groupe Carrefour et que je salue parce qu'en fait, on fait l'insertion sociale et professionnelle, donc des femmes qui sont victimes de violences, qui sont prises en charge dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Et effectivement, c'est un parcours qui est long et fastidieux. Et tous les hypermarchés du Var et tous les Carrefour Market et aussi tous les gens qui sont affiliés ont joué le jeu. Et c'était une convention qui était unique en PACA. C'est-à-dire le monde de l'entreprise comprend qu'il se joue quelque chose où l'enjeu est sociétal et il a un rôle à jouer parce qu'effectivement, ça peut toucher aussi une salariée qui est concernée par les violences et qu'à un moment donné, il faudra agir. Et pour ce faire, on est vraiment sous cette démarche aussi à un moment donné de décloisonner la société et faire passer aussi le message qu'au plus on saura faire finalement qui fait quoi, quelle association peut effectivement prendre en charge, quelles sont les mesures ou quels sont les modes opératoires qu'on peut mettre en place ou quels sont les acteurs qu'on peut mobiliser, au plus ces femmes aussi trouveront des réponses appropriées. Alors justement, on arrive au terme de notre entretien, notre débat, on va donner sur les conseils. On va d'abord écouter Jeanne qui va donner des conseils aux femmes de violences conjugales. De partir tout de suite. Ne pas attendre 20 ans. Non, de ne pas attendre 20 ans. Et puis, les femmes, maintenant, il faut absolument qu'elles soient indépendantes financièrement. C'est la clé de la liberté et de ne pas dépendre d'un homme. C'est hyper important. Quand on dépend économiquement d'un homme, c'est compliqué. Il vous tient, on ne peut plus sortir. Tout est contrôlé, les dépenses jusqu'au moindre détail. Moi, mon mari, quand je rentrais de course, il prenait mon sac à main, il regardait les chèques, il regardait l'argent qui restait. Je ne pouvais pas m'acheter une paire de chaussures. J'étais obligée de mentir tout le temps parce que je lui disais, tiens, une amie, une telle m'a donné une paire de chaussures qu'elle ne veut plus. C'était très compliqué, très compliqué pour tout. Non, je suis reconstruite, mais j'ai quand même beaucoup de séquelles. Je fais quand même encore des cauchemars. J'ai toujours une épée de Damoclès sur la tête. Et on garde des cicatrices. Et les cicatrices, elles sont prêtes à se rouvrir. J'ai des points faibles que j'ai acquis avec le stress et la peur. Alors, Maître Boyard, est-ce que ce sont des personnalités paranoïaques, les personnes qui font subir? Pas forcément, non. Moi, je vais pas tout mettre sur le compte de la psychologie parce que de toute façon, il y a différents profils d'auteurs. Par contre, souvent, les victimes, malheureusement, n'étaient pas crues. Elles sont encore des fois pas forcément crues parce que ça paraît tellement incroyable, comme disait Monsieur Marchal tout à l'heure, qu'il y a des fois, on se dit c'est pas possible que ça arrive. Ça, ben si, pourtant, ça arrive. Malheureusement, on s'attend à tout dans le cas de victimes de violences conjugales. Les associations ont un rôle important à jouer, mais je tiens à préciser que les avocats aussi. Et très souvent, on voit l'avocat comme un avocat de la défense, comme l'avocat de l'auteur, mais il n'y a pas que moi qui soit spécialisée en lutte contre les victimes de violences conjugales. Dans le cadre de la formation qui a eu lieu le 5 mars à Toulon avec la Cour d'appel, le barreau de Toulon était très impliqué. Il y a quand même plus d'une quarantaine de confrères qui ont été formés cette journée-là et nous avions été 4 à être formés l'an dernier. J'ai une spécificité, une spécialité sur le droit de la famille des personnes et du patrimoine et moi, pour ma part, j'ai décidé de m'impliquer dans ce combat, ce qui est le cas aussi de nombreux avocats en France. On doit tous travailler main dans la main avec le parquet, avec les associations, parce que véritablement, on n'arrivera pas à bout de ça si on ne travaille pas tous les mains dans la main, puisqu'on a des formations différentes, mais qui sont largement complémentaires, et ça, il faut y penser. Mais malheureusement, nous aussi, dans notre formation d'avocat, très souvent, on est quand même un petit peu l'adversaire du parquet. On nous voit comme ça. Ça n'est pas vrai. Quand on défend des victimes de violences conjugales, on doit pouvoir travailler en toute transparence avec le ministère public
et ça se passe dans de nombreux dossiers, mais même quand on est avocat de la défense, parce qu'avant tout, même quand on est avocat de victime, on n'oublie pas une chose, c'est la présomption d'innocence. Et ça, ce qui est important. On peut défendre des victimes sans être outrancier et sans oublier les droits de la défense. Il faut que les droits de chacun soient garantis, mais on a encore un énorme travail à faire pour aider les victimes. Nous aussi, on donne une écoute, même si on n'est pas psychologue, mais ça nécessite d'être formé parce qu'il faut être patient avec les victimes de violences conjugales. Je crois que Madame Molinès ne me contredira pas. On l'a dit tout à l'heure. Et quand elles expliquent, ça sort n'importe comment. Il faut arriver à faire le tri. Des fois, ça peut être agaçant. Eh ben non, on est là aussi pour les écouter. Dans le témoignage de Jeanne, elle dit dès le premier coup, il faut partir. Est-ce que évidemment. Mais même, je dirais mieux, dès la première insulte. Parce qu'on l'a vu, c'est d'abord un peu des violences psychologiques. Et c'est ce qui va faire que, à cause de ces violences psychologiques, même si le premier coup arrive, elles vont rester parce qu'elles vont se dire, ben non, à partir du moment où ils commencent à la dénigrer perpétuellement et à mal se comporter, ben il faut partir, il ne faut pas attendre les coups. Parce que dans beaucoup de cas, ça commence. Ça se passe bien, lune de miel, parfait, les premiers temps sont parfaits, il offre des bouquets de fleurs, il est charmant, il est tout ce qu'on veut. Et une fois qu'il sait que sa victime est là, qu'elle est bien sous la main, qu'ils vivent ensemble, c'est là où petit à petit, il va commencer à la dénigrer. Donc je dirais même ne pas attendre les coups. Quand elle se rend compte, la femme, qu'il n'est plus bienveillant à son égard, et ça, on doit travailler sur la bienveillance et l'empathie. Et contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai discuté avec un psychiatre spécialisé qui m'a dit « faut pas croire, hein, les auteurs aussi ont de l'empathie, ils ont de l'empathie pour eux-mêmes, pas pour les autres. » Voilà, donc c'est des notions. Donc il faut véritablement être avec quelqu'un de bienveillant. Si la personne ne l'est pas, il faut partir tout de suite. Merci Maître Boyard. Chantal Molinès, je rappelle que vous êtes en charge de la mise en place de dispositifs, notamment pour les femmes victimes de violences. Quels sont les conseils? Il y a des numéros de téléphone qui existent, 3919, il faut faire il y a pas mal de numéros, il y a pas mal de centres d'hébergement. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces femmes? Alors, la première chose, c'est, je voudrais rebondir juste sur ce que disait Maître Boyard, c'est sur le fait que les portes d'entrée qui font qu'à un moment donné, on pousse une porte, c'est pas les mêmes. Si vous avez un doute et que vous êtes dans une situation où vous interrogez, est-ce que je suis dans une relation conflictuelle ou est-ce que je suis en train de, moi-même, je suis victime de violence conjugale, je pense que simplement, je disais, aller pousser la porte d'une association comme le Planning Familial Barrois, où il y a des conseillères conjugales et familiales qui travaillent justement sur le couple. Ça peut être intéressant parce que ça va être un professionnel qui effectivement va vous permettre d'avoir une vision neutre sur votre situation et va peut-être aussi vous aider aussi à prendre conscience de ce que vous vivez. Pour autant, on le voit bien, ça ne suffit pas. Je le disais tout à l'heure, hein, le côté psychotraumatisme, c'est pas une idée comme ça toute faite. C'est vraiment ce que vivent ces personnes. Donc, la nécessité être prise en charge par un professionnel formé, que ce soit en libéral, que ce soit au sein d'une association, c'est important. Donc, on a beaucoup d'écoutes psychologiques qui ont été déployées dans le département du Var. Sur Toulon, on a une association qui intervient à la visitation. Donc, c'est possible à un moment donné aussi. Alors, vous me disiez sur la question des numéros de téléphone, etc. Donc, on a une plateforme qui est nationale, qui est bien connu puisqu'on en a fait beaucoup la communication dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, qui est le 3919. Alors, cette plateforme nationale, personnellement, en tant que déléguée, je l'ai donné toutes les entrées associatives qui existent dans le Var avec tous les dispositifs. C'est-à-dire que la conseillère que vous allez appeler saura vous dire vers qui vous pouvez vous retourner si vous avez besoin d'un moment donné, ne serait-ce que de vous épancher et de faire un point sur votre situation. Donc, elle a une cartographie du département. D'accord. Donc, c'est simple. C'est vrai que c'est pas facile de sortir de ces violences-là. Parce que même si Jeanne, dans son vécu, c'était il y a 20 ans, il y a aujourd'hui aussi beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, remettre en question aussi une relation, c'est déjà compliqué, y compris quand il n'y a pas de violence au sein du couple. Donc clairement, c'est déjà pas facile de passer un cap pour plein de raisons. Mais je voudrais aussi revenir et insister sur la question de l'écho que ça fait aussi chez soi. Ce sont des femmes aussi qui, à un moment donné, doivent faire un travail sur elles et s'interroger aussi sur leur enfance, la relation qu'elles ont eue. Et puis aussi, deuxième chose, c'est prendre conscience aussi qu'il se joue quand même quelque chose au niveau de la parentalité. Un auteur, c'est pas un bon père. Quelqu'un qui exerce des violences à l'encontre des enfants, ce n'est pas un bon père. Il pourra peut-être le redevenir, mais ça passe aussi par une prise en charge, un accompagnement. On ne peut pas considérer que quand on tape ses enfants, qu'on bat sa femme, qu'on lui fait manger ses excréments, on est un auteur, un père digne de ce nom devant ses enfants.
Voilà. Donc c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a une mobilisation qui doit se mettre en place. Et là, je pense qu'on se rejoint tous les trois sur cette nécessité de miser sur les enfants d'abord. Il y a une chose qu'on disait, une phrase qu'on a toujours entendue, et moi qui maintenant m'horripile que je ne veux plus entendre, et je reprends systématiquement les gens qui le disent, c'est « Ah oui, c'est un très mauvais mari, mais ça peut être un excellent père ». Non, quand on est un mauvais mari, on est un mauvais père. Quand on frappe sa femme, on est forcément un mauvais père, parce qu'on frappe sa femme. Et donc les enfants le voient sans rendre compte, et ça a un impact. Voilà. Monsieur Marchal, mesures de protection pour ces femmes victimes de violences conjugales? Alors, on l'a vu, elles ont plusieurs outils pour sortir de ces situations. Elles peuvent divorcer, elles peuvent rompre, tout simplement, pour mettre un terme à la relation. Elles peuvent aussi rester unies et demander des mesures de protection, mais que dire du couple dans un tel contexte? Il y a quand même, pour le moins celui, ça peut être une phase intermédiaire avant un divorce. Mais je dirais que le pénal n'est pas la seule solution. Simplement, peut-être un conseil de procureur, dès les premières violences physiques, il faut dire non. Parce que, en tant que procureur, on est quand même étonné de voir que des femmes ont subi des violences physiques de manière répétée pendant plusieurs années. Et quand on leur dit « mais pourquoi vous n'avez pas réagi ?», elles disent « mais je pensais que ça allait s'arrêter ». Soit parce qu'on leur faisait des promesses ou autre, mais on voit que ça ne s'arrête pas comme ça. Et il est important que la justice intercale l'autorité et le regard public dans ces relations de dépendance. Donc dès les premières violences physiques, ça je rejoins tout à fait mes deux partenaires, en quelque sorte, de cette émission, il faut y mettre un terme, il faut les dénoncer. Quitte à ce que on n'aille pas nécessairement jusqu'à l'audience pénale. Après, c'est la victime qui dira ce qu'elle attend. Mais en tout état de cause, il est important de prendre date. D'ailleurs, je peux me permettre, j'ai des épouses, des femmes qui sont venues me voir, qui ont été victimes de violences et qui n'ont pas déposé plainte, mais pour lesquelles j'ai géré le divorce. Voilà, c'est tout. Et elles ne sont pas allées jusque sur le plan pénal, mais elles sont allées au niveau du divorce. Et on a mis en place justement des schémas, sans passer par l'ordonnance de protection, parce que bon, elles avaient peur, bien évidemment, des conséquences. Mais on y est arrivé quand même. Donc c'est vrai qu'on ne passe pas toujours par la voie pénale. Mais c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur pour ces femmes ? Madame Molines, mot de la fin? Oui, en fait, simplement dire que deux points. La première chose, c'est que tous les dispositifs qu'on a mis en place pour les femmes, bien évidemment, même s'il y a peu d'hommes qui sont victimes de violences conjugales, en tout cas, qui sont repérés dans cette situation, que bien évidemment, ils peuvent pousser la porte d'une association, d'un avocat. Enfin, je veux dire que clairement, il faudra aussi peut-être qu'on puisse aussi. Et la deuxième chose, c'est se dire que ces femmes doivent à un moment donné prendre conscience que si elles doivent agir parce que l'impact que les violences conjugales laissera dans leur vie ne va pas se limiter à ce qu'elles auront vécu. C'est-à-dire que si elles font pas un travail sur elles, si elles essaient pas de comprendre pour rompre un petit peu cette chaîne, elles risquent de se retrouver aussi dans des relations du même genre avec un autre compagnon. Donc voilà, c'est important de le dire, de faire attention aussi, de faire un travail sur soi, d'essayer de comprendre pourquoi et comment on est arrivé là. C'est aussi un moyen aussi de ne pas se retrouver dans les mêmes travers. Donc c'est important aussi de comprendre qu'il y a tout un travail à faire sur soi. Voilà. Maître Boyard, Madame Molines, Monsieur Marchal, nous vous remercions. On espère qu'on a apporté un éclairage à ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Merci, portez-vous bien. Je crois que je voulais pas...